La pièce était plongée dans une obscurité presque totale, seulement brisée par la lueur blafarde de mon écran d'ordinateur. Le silence de la nuit était oppressant, lourd, comme si l'air lui-même avait soudainement épaissi. J'avais les yeux rivés sur une vidéo, le souffle court, incapable de cligner des paupières. L'image qui défilait devant moi n'était pas une fiction d'Hollywood, ni une simulation de jeu vidéo destinée à divertir. C'était une véritable publication de propagande, une déclaration d'intention terrifiante qui a fait chuter la température de mon corps en une fraction de seconde. Sur l'écran, le ciel au-dessus de New York se déchirait. Une traînée de condensation blanche perçait les nuages gris, plongeant à une vitesse vertigineuse vers la baie, et puis l'impact. La statue de la liberté, ce symbole universel d'espoir et de résilience, pulvérisée dans un éclair d'une blancheur aveuglante, incandescente, insoutenable. La vidéo montrait ensuite le cauchemar absolu, des images d'une ville ravagée, des corps, des ombres calcinées imprimées sur les murs, avec une référence insidieuse, glaçante, presque perverse à Hiroshima. Le bruitage, sourd, apocalyptique, faisait trembler mon bureau. J'ai senti une boule au ventre, une nausée pure et viscérale. Je sais ce que vous pensez en m'écoutant. Vous vous dites que ce n'est que de la gesticulation, que ce sont des menaces en l'air, des images de synthèse conçues pour effrayer les naïfs. Honnêtement, même moi, j'ai eu du mal à y croire au début. Je me suis frotté les yeux, j'ai rechargé la page, cherchant désespérément un démenti, une preuve qu'il s'agissait d'un canular de mauvais goût. Mais non, le compte à rebours est lancé, et le monde entier est en train de glisser, les yeux grands ouverts, vers le précipice d'une catastrophe nucléaire. Le parfum métallique de la peur flotte dans les couloirs du pouvoir, et la réalité que je m'apprête à vous dévoiler est d'une gravité telle qu'elle devrait réveiller la conscience de chaque être humain sur cette planète. C'est dans cette atmosphère de fin du monde que l'administration américaine, sous l'égide de Donald Trump, a posé sur la table ce qu'ils osent appeler un plan de paix. 15 points. 15 misérables points, griffonnés sur du papier diplomatique, présentés comme l'ultime bouée de sauvetage avant que les cieux ne s'embrasent ce week-end. Laissez-moi vous détailler cette chimère géopolitique, car la façon dont elle est construite est fascinante de cynisme. On nous a dit que ce plan avait été transmis par le biais du Pakistan, agissant comme un médiateur de l'ombre, un porteur de messages dans la nuit diplomatique. Le cœur de ce plan, le point central de ce prétendu cessez-le-feu, est une reddition totale et inconditionnelle des ambitions iraniennes. L'Iran devrait s'engager, la main sur le cœur et le pistolet sur la tempe, à ne plus jamais enrichir d'uranium. Mais cela va bien plus loin. Il est exigé que Téhéran mette hors service ses installations nucléaires les plus critiques, les plus sécurisées, ses bunkers enfouis sous des montagnes de roches solides, Natanz, Isfahan, Fordo, des noms qui résonnent comme des bastions imprenables, et que les Américains demandent de démanteler d'un simple trait de plume. L'intégralité de leur stock d'uranium enrichi devrait être livrée, confisquée et remise à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et ce n'est que le début de cette liste de reddition. Le plan exige que l'Iran coupe instantanément toutes ses racines, toutes ses connexions tactiques et financières avec ses alliés par procuration dans l'ensemble du Moyen-Orient. Le Hamas, le Hezbollah, balayés, effacés de l'équation stratégique iranienne. Plus aucune arme à longue portée, un renoncement perpétuel et absolu à l'arme nucléaire, et la garantie inébranlable de laisser le détroit d'Ormuz ouvert au trafic maritime mondial. Les États-Unis, dans leur grande mansuétude, ont proposé une pause d'1 mois, 30 jours. 30 petits jours de silence où les bombes cesseraient de pleuvoir pour permettre de discuter de cette capitulation totale. Les médias américains, citant l'envoyé spécial Witkoff, s'empressèrent d'affirmer que Trump avait été informé que l'Iran avait déjà accepté plusieurs de ces points cruciaux. Fin de la menace nucléaire, fin des missiles balistiques, ouverture du détroit d'Ormuz et démantèlement de l'axe de la résistance. Sur le papier, c'est une victoire absolue pour l'Occident. Une résolution propre, nette, presque chirurgicale. Mais au moment même où ces mots de paix et de résolution étaient imprimés, l'architecture entière de ce mensonge a commencé à s'effondrer sous mes yeux. Et cela nous amène à une question fondamentale qui hante les couloirs du pouvoir depuis l'aube de l'humanité. Pourquoi les dirigeants choisissent-ils de bâtir des forteresses de mensonges, sachant pertinemment que la vérité n'est qu'à 5 minutes d'ici ? Ici, nous devons marquer un temps d'arrêt et regarder au-delà des traités et des missiles. La politique moderne n'est plus une quête de vérité, c'est une guerre de la perception. Le pouvoir, le vrai pouvoir, ne réside pas seulement dans la capacité de détruire une ville, mais dans la capacité de distordre la réalité à une échelle si massive que le citoyen moyen perd tout repère. Lorsqu'un dirigeant affirme qu'un accord a été trouvé, il ne cherche pas à décrire la réalité telle qu'elle est, il cherche à la créer par la seule force de sa parole. C'est l'ultime manipulation psychologique des masses. On s'adresse à notre besoin désespéré de sécurité.
Nous voulons tellement croire que la paix est à portée de main, que nous sommes prêts à avaler les couleuvres les plus épaisses. La vérité objective est morte, assassinée par les agendas politiques. En tant que citoyens, notre plus grande responsabilité n'est plus seulement de voter ou de payer nos impôts, mais de cultiver un esprit critique radical. Si nous laissons les sculpteurs de réalité dicter ce qui est vrai, nous devenons les architectes de notre propre servitude. La confiance aveugle envers les institutions est le terreau sur lequel prospèrent les tyrannies douces. Et la démonstration de cette fabrique du mensonge n'a pas tardé à exploser au grand jour. Quelques heures à peine après la déclaration triomphante de Washington, la riposte diplomatique a claqué comme un coup de fouet dans l'air glacé. L'ambassadeur iranien au Pakistan, Reza Moghadam, a pris la parole, et ses mots ont balayé le récit américain avec la force d'un ouragan. Il a catégoriquement affirmé, sans la moindre nuance, qu'il n'y avait eu absolument aucune discussion entre l'Iran et les États-Unis. Zéro. Ni médiation secrète, ni tractations indirectes dans les couloirs sombres d'Islamabad. Rien. Tout ce château de cartes diplomatiques vendu au monde entier n'était qu'un mirage, un mensonge pur et simple. Les Iraniens ont accusé Trump d'utiliser cette fable de la négociation de paix comme un vulgaire écran de fumée, une manœuvre de distraction massive pour gagner du temps ou justifier la prochaine agression. Et comme si cette humiliation publique ne suffisait pas, le coup de grâce est venu d'un allié inattendu, l'Arabie saoudite. À 14h15, Donald Trump plastronnait publiquement, affirmant que le prince saoudien l'encourageait à prendre des mesures extrêmes contre l'Iran, qu'il se tenait à ses côtés, épaule contre épaule, dans cette croisade. 5 minutes plus tard. Je dis bien 5 minutes. À 14h21, le couperet saoudien tombait. Un démenti formel, sec, glacial. Les dirigeants saoudiens ont déclaré qu'ils n'encourageaient en aucun cas Donald Trump à prolonger ou à étendre la guerre contre l'Iran. En l'espace de 300 secondes, la crédibilité de la présidence américaine sur la scène internationale s'est désintégrée. Tout ce qui sort actuellement de la bouche des officiels concernant cette crise semble être tissé de fils d'illusion et d'absurdité. Face à cette tentative d'humiliation et de manipulation, l'Iran ne s'est pas recroquevillé. Bien au contraire. Tel un fauve blessé mais conscient de sa force de frappe, Téhéran a dévoilé ses propres conditions pour mettre fin à la guerre. Et croyez-moi, ces demandes ne sont pas celles d'une nation prête à plier le genou. C'est un miroir déformant de l'arrogance américaine. L'Iran exige sans trembler la fermeture immédiate et définitive de toutes les bases militaires américaines dans le golfe Persique. Ils demandent des garanties absolues et contraignantes qu'il n'y aura plus aucune attaque contre leur sol. Ils exigent la fin immédiate des opérations israéliennes contre le Hezbollah. Mais ils vont encore plus loin. Ils réclament la levée inconditionnelle et totale de toutes les sanctions économiques qui asphyxient leur pays depuis des décennies, couplées à des compensations financières colossales pour les dommages de guerre subis. Et, cerise sur le gâteau de cette provocation diplomatique, ils exigent qu'aucune restriction d'aucune sorte ne soit imposée à leur programme de missiles balistiques. C'est une fin de non-recevoir absolue, un crachat au visage de la diplomatie occidentale. Les deux camps se font face, campés sur des positions si diamétralement opposées que le gouffre qui les sépare semble impossible à combler. Mais comment en arrive-t-on à un tel point de non-retour ? Que se passe-t-il quand une force d'ego inarrêtable rencontre un mur de fierté inamovible ? C'est ici que nous touchons au cœur noir de la nature du pouvoir et de la folie des empires. Tout au long de l'histoire, les grandes nations ne sont pas tombées uniquement sous les coups de leurs ennemis, elles se sont effondrées sous le poids de leur propre hubris, de cette arrogance aveugle qui leur fait croire qu'elles sont invulnérables. Le pouvoir, lorsqu'il est absolu et incontesté pendant trop longtemps, crée une psychose chez ceux qui le détiennent. Ils perdent la capacité de voir le monde à travers les yeux de l'autre. Pour les États-Unis, demander la reddition totale de l'Iran semble logique dans leur paradigme d'hégémonie mondiale. Pour l'Iran, exiger le démantèlement de l'influence américaine dans le Golfe est une question de survie existentielle et de fierté millénaire. Aucun des deux ne bluffe vraiment, car tous deux sont prisonniers de leur propre mythologie. C'est la tragédie de la stratégie politique de haut niveau. Les dirigeants deviennent les otages de leur propre image de force. Reculer, faire un compromis raisonnable, est perçu comme une faiblesse mortelle. Alors, ils accélèrent. Ils foncent vers le mur en klaxonnant, espérant que l'autre va dévier sa trajectoire à la dernière fraction de seconde. Mais la réalité cruelle de la géopolitique, c'est que parfois, personne ne tourne le volant, et le monde entier paie le prix de cet orgueil démesuré dans le sang et les cendres. Et ce sang commence déjà à couler, ces cendres commencent déjà à pleuvoir. La guerre des mots et des mémos diplomatiques s'est transformée en une guerre d'une violence cinétique et implacable. La vidéo effroyable menaçant New York n'était que le prélude psychologique à une escalade bien réelle sur le terrain.
L'Iran n'a pas attendu la fin du compte à rebours pour frapper. Les sirènes d'alarme ont hurlé à travers le territoire israélien. Le bruit assourdissant des moteurs de missiles déchirant le ciel nocturne est devenu la nouvelle berceuse macabre du Moyen-Orient. L'Iran a commencé à cibler méthodiquement les infrastructures vitales d'Israël. Une roquette iranienne a frappé de plein fouet la centrale électrique de Hadera, plongeant des secteurs entiers dans l'obscurité, remplaçant la lumière électrique par les flammes de l'incendie. Mais ce qui fait vraiment froid dans le dos, ce qui paralyse d'effroi les analystes militaires du monde entier, c'est l'attaque menée dans le sud. Une explosion massive, d'une violence inouïe, a secoué la terre près du centre nucléaire israélien de Dimona. Dimona. Ce mot seul suffit à faire transpirer n'importe quel expert en sécurité globale. Les images qui ont fuité montrent un missile s'abattant avec une précision terrifiante dans la région du Negev. Bien que les rapports médiatiques israéliens tentent de brouiller les pistes avec des informations contradictoires pour éviter une panique de masse, la réalité est incontestable. Ils ont visé la proximité immédiate de l'installation la plus sensible, la plus secrète et la plus dangereuse de tout l'État hébreu. Ces attaques iraniennes, d'une audace folle, ne sont pas sorties de nulle part. Elles sont la riposte chirurgicale, la vengeance froide et calculée, qui fait suite aux frappes israéliennes dévastatrices contre les propres centrales électriques de l'Iran, la veille. C'est un jeu macabre de coup pour coup, un échange de politesse mortelle où chaque camp tente de prouver qu'il peut détruire les artères vitales de son ennemi. L'électricité, l'eau, l'énergie nucléaire. Ce ne sont plus des cibles militaires classiques, ce sont les fondations même de la civilisation moderne qui sont systématiquement pulvérisées. Le ministère russe de la Défense a même jeté de l'huile sur ce brasier en affirmant publiquement que l'Iran possède un arsenal de missiles très spéciaux, des armes d'une technologie et d'une puissance qui choqueront le monde et feront trembler les Américains. La Russie regarde ce chaos avec l'œil froid d'un grand maître d'échecs, sachant que chaque explosion au Moyen-Orient affaiblit l'Occident. L'odeur du soufre, le crépitement des lignes à haute tension calcinées, la poussière du désert soulevée par les ondes de choc. Tout cela nous enveloppe dans une atmosphère de terreur absolue. Face à cette destruction méthodique et à l'ombre de la menace nucléaire sur nos têtes, nous sommes en droit de nous poser une question troublante. Sommes-nous de simples pions sur un échiquier dont toutes les cases sont piégées, destinés à exploser aux caprices de nos maîtres ? Il est impératif de comprendre la machinerie psychologique de la peur dans nos sociétés contemporaines. La terreur n'est pas seulement un sous-produit de la guerre, c'est une devise, une monnaie d'échange d'une valeur inestimable pour ceux qui gouvernent. Quand la menace d'une annihilation totale plane au-dessus d'une population, que ce soit par une bombe nucléaire sur New York ou la destruction d'une centrale à Dimona, l'instinct de survie primitif prend le pas sur la raison, sur la logique, sur la démocratie. La peur paralyse l'intellect. Elle transforme des citoyens libres et pensants en une masse docile, suppliant le pouvoir central de les protéger à n'importe quel prix. C'est dans ces moments de panique existentielle que les lois liberticides sont votées sans débat, que les budgets militaires explosent et que la surveillance de masse est acceptée comme un mal nécessaire. Les dirigeants utilisent cette angoisse abyssale pour forger une unité artificielle, un patriotisme de la peur, où toute voix dissidente est immédiatement qualifiée de trahison. Nous devons réaliser que la guerre psychologique ne vise pas seulement l'ennemi extérieur, elle vise nos propres esprits. Rester lucide, refuser de céder à la panique aveugle tout en comprenant la gravité de la situation, est le plus grand acte de résistance civique que nous puissions accomplir lorsque le ciel menace de nous tomber sur la tête. Et pendant que nous tentons de garder notre sang-froid, la machine de guerre américaine, la force militaire la plus redoutable et la plus technologiquement avancée de l'histoire humaine, se met en branle avec une précision létale. Les chaînes de télévision américaines, relayant les confirmations d'anciens officiers de la CIA dont les visages trahissent une tension extrême, ont annoncé la nouvelle que tout le monde redoutait. Le déploiement a commencé. Ce n'est plus de la rhétorique. Donald Trump a ordonné le déplacement des unités d'élite les plus meurtrières vers le Moyen-Orient. La Delta Force, les Navy Seals de la Team 6, le 75e régiment de Rangers, les Marines. Ce ne sont pas de simples soldats de conscription, ce sont des fantômes de la nuit, des experts en démolition, en assassinat ciblé et en infiltration profonde. Leur présence dans la région n'est pas un exercice de maintien de la paix. Ils sont en train de prendre position, affûtant leurs armes, étudiant les cartes topographiques, se préparant à ce qui ressemble de plus en plus à une invasion terrestre massive. Les rapports évoquent des objectifs stratégiques vertigineux. L'île de Karg, le cœur battant de l'industrie pétrolière et énergétique iranienne. Ou peut-être les rivages hostiles du détroit d'Ormuz, pour sécuriser par la force brutale cette artère vitale par laquelle transite une part gigantesque de l'or noir mondial. Ils sont là, bottes dans le sable, gilets pare-balles ajustés, attendant simplement le mot d'ordre depuis le bureau ovale.
Les pièces de cet échiquier sanglant sont toutes en place. Mais l'Iran ne recule pas d'un centimètre face à ce déploiement de force écrasant. La télévision d'État iranienne, porte-voix du guide suprême, a lancé un avertissement qui glace le sang. Ils ont déclaré que si les États-Unis d'Amérique commettaient l'erreur fatale, l'erreur ultime d'intervenir militairement sur leur sol, la riposte serait apocalyptique. Les forces armées iraniennes se disent prêtes et équipées pour lancer une contre-offensive d'une ampleur régionale écrasante. Ils ne se contenteront pas de se défendre. Ils menacent d'envahir, de déferler sur les côtes des Émirats arabes unis et de Bahreïn, promettant de remodeler complètement, par le feu et le fer, la géographie politique de toute la région. C'est une promesse de guerre totale, une conflagration qui engloutirait le Moyen-Orient entier dans un brasier dont les flammes lécheraient les marchés financiers et la stabilité de chaque nation sur cette terre. Nous sommes à la veille du week-end, le moment fatidique où l'ultimatum prolongé imposé par l'administration Trump va expirer. La tension est si palpable qu'on pourrait presque la couper au couteau. Le silence qui précède l'orage n'a jamais été aussi assourdissant. Face à ce compte à rebours inexorable, alors que l'horloge tourne impitoyablement vers zéro, que restera-t-il de notre humanité quand le premier ordre irrévocable sera donné ? C'est la réflexion la plus vertigineuse à laquelle nous devons faire face aujourd'hui. L'histoire de l'humanité est une boucle étrange, un cycle perpétuel de construction magnifique et de destruction terrifiante. Nous avons bâti des civilisations capables de comprendre les lois de la physique quantique, d'envoyer des sondes au-delà de notre système solaire, de créer des merveilles d'architecture et de médecine. Et pourtant, avec toute cette intelligence, avec toute cette sophistication intellectuelle, nous sommes incapables d'échapper à nos instincts les plus basiques, nos instincts tribaux de domination et de violence. La crise que nous vivons en ce moment précis n'est pas un accident de l'histoire. C'est le résultat prévisible de décennies d'accumulation de griefs, d'armes de destruction massive et d'égos politiques démesurés. Ce qui est le plus terrifiant, ce n'est peut-être pas la bombe elle-même, mais l'apathie avec laquelle le monde semble s'y préparer. Nous regardons ces événements se dérouler sur nos écrans, comme s'il s'agissait d'une série dramatique, déconnectée de la réalité charnelle que derrière ces mots, il y a des millions de vies, des familles, des enfants, des espoirs qui risquent d'être vaporisés en un instant. Notre mécanisme de défense psychologique, le déni, nous protège de la folie, mais il nous empêche aussi d'exiger de nos dirigeants une autre voie. L'humanité est à un carrefour existentiel. Soit nous trouvons la sagesse de transcender cette pulsion de mort, soit nous serons les auteurs de notre propre effacement. Mes amis, la situation dans laquelle nous sommes plongés est d'une complexité et d'une noirceur insondables. D'un côté, nous avons des ultimatums factices, des exigences de reddition inacceptables et des mensonges diplomatiques démasqués en direct. De l'autre, des menaces nucléaires visuelles terrifiantes, des conditions de paix impossibles à satisfaire et des frappes directes sur les infrastructures énergétiques et nucléaires d'une des régions les plus instables du globe. Les troupes d'élite américaines sont tapies dans l'ombre, le doigt sur la détente, prêtes à déclencher l'enfer sur Terre. Le monde retient son souffle en regardant ce week-end approcher. Je vous avoue que le poids de cette réalité est écrasant. Les nuits sont courtes et le sentiment de frôler l'abîme ne nous quitte plus. Je vous laisse méditer sur l'absurdité tragique de notre époque, sur la fragilité de ce que nous appelons la civilisation et sur le destin de ces millions d'âmes suspendues aux décisions de quelques hommes ivres de pouvoir. Prenez le temps de regarder le ciel ce soir, de chérir la paix relative qui vous entoure et interrogez-vous sur le monde que nous acceptons de léguer, ce silence pesant, cette attente interminable. C'est peut-être le seul espace qu'il nous reste pour réaliser que la véritable tragédie n'est pas seulement la guerre qui s'annonce, mais notre incapacité collective à l'empêcher.